Hop là, bonsoir et bienvenue dans la toute première du gratin. Le gratin ce soir, franchement, on a été servi, hein. On a été clairement servi, on s'est régalé pour ce quart de finale de Ligue des Champions. Real Madrid, Chelsea, donc, pour m'accompagner ce soir et pour débriefer, on va dire, à chaud de ce match, j'ai le plaisir d'accueillir donc Flo, qu'on connaît forcément de par son attachement à notre club de cœur, hein. On se disait en off d'ailleurs que ça nous changeait de l'OGC Nice. On va pas se le cacher que qu'il a failli se mouiller la nuque avant de regarder le match parce que après ce lance-Nice dégueulasse, il y avait quand même quelque chose de. On a assisté à une très très belle soirée. Très très belle soirée foot. Ouais, t'as raison, Poncho, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation et pour moi, c'est un honneur d'inaugurer cette émission à tes côtés. Bah écoute, Flo, au début, on va peut-être commencer, je pense, par la composition, avant de parler du contenu même. On a une composition du Real Madrid qui, par rapport à ce qui a été proposé au match aller, hormis l'absence de Militao, est classique, hein. Nacho le remplace numériquement et forme la charnière avec Alaba. Sur ça, rien de bien spécial. Par contre, du côté de Chelsea, on a des choix forts. On a une titularisation de Loftus-Cheek au milieu de terrain. On a une titularisation de Werner qui avait plus marqué depuis octobre, qui a remarqué là en PL contre Southampton. On a le retour d'un vrai latéral gauche en la personne de Alonso qui remplace numériquement Aspilicueta. Il y a eu quand même plusieurs choix sur la composition de départ. Pas anodin, Flo. Ben non, t'as raison. Et surtout, il y a eu un changement de système. Il y a eu un passage à 4 défenseurs, alors qu'on était à 3 à l'aller. Euh, En fait, Tourelle a remis en place ce qui marchait à Chelsea. Et il a su se remettre en question déjà. Parce que ces derniers temps, Chelsea, même en championnat, ça ne marchait pas trop. Depuis le mois de janvier-février, Chelsea, ça ronronne. Chelsea, c'est compliqué. Et là, il a remis en fait ce qui marchait, c'est-à-dire des joueurs qui t'amènent du mouvement, des joueurs qui t'amènent de l'intensité, des joueurs aussi qui t'amènent de la justesse technique. Alors, euh, alors, un Timo Werner, c'est peut-être pas le joueur le plus élégant, c'est peut-être pas le joueur le plus juste, mais qui réussisse ou qui réussisse pas ses derniers gestes, dans tous les cas, il t'apporte quoi qu'il arrive, par ses mouvements, par les espaces qu'il te libère, il est toujours remuant, il est toujours en mouvement, et il gravite surtout beaucoup autour d'un Kai Havertz. Et ça, Tourelle a réussi à le mettre en place, a réussi à retrouver cette justesse devant, cette complémentarité, chose qu'il avait perdue depuis un bon moment. Donc voilà, déjà pour commencer. Et j'ai oublié aussi de mentionner la titularisation de Kovacic, qui a fait Ouais, un match très solide. C'était étonnant de ne pas le voir au match aller. Là, ce soir, on l'a vu. Il a été présent et impliqué même dans le but de Werner. Je crois que c'est le passeur sur le but de Werner, si je ne dis pas de bêtises. Euh, alors, honnêtement, je pourrais pas te dire, je ne vois plus qui est le passeur sur l'action, mais une chose est sûre, alors étonnant, pas vraiment qu'il soit pas titulaire, parce que il y a toujours eu cette paire de milieu de terrain, Jorginho Kanté depuis plusieurs saisons à Chelsea, et Kovacic, ça a toujours été un peu le numéro 3 quand il y avait un suspendu, un blessé, un fatigué, mais qui a toujours comblé à merveille ce rôle de numéro 3. Après, c'est sûr que pour moi, à l'aller, tout ce qui n'avait pas réussi côté Blues, Tourelle a réussi à le modifier, notamment aussi justement par cette présence de cette paire de milieu de terrain, Kanté Kovacic. Alors, Jorginho, c'est un autre registre que Kovacic, c'est un joueur qui est beaucoup plus à l'aise avec le ballon, c'est un joueur qui casse les lignes, c'est un joueur qui va t'apporter de la stabilité si tu as la possession. Mais quand tu mets Mount, Avert, Loftus-Cheek et Werner devant, il faut deux joueurs derrière qui soient box-to-box, qui a un énorme volume de jeu. Kovacic et Kanté, c'était les profils idéaux. Donc pour moi, Tourelle, malgré l'élimination ce soir, a réussi son coaching, a réussi son pari. J'en profite pour saluer Romain qui est avec nous, Oncle Poulain également qui sont sur le chat. En termes de choix, est-ce qu'il y a d'autres choses, toi, qui t'ont semblé, on va dire, Côté anglais ou même espagnol?
On dirait les deux compositions. Alors pour moi, Carlo Ancelotti s'est totalement trompé. C'est-à-dire que un plan il marche une fois à la perfection, il ne marche jamais deux fois. Euh, alors je parle pas de composition, là je parle de plan parce que habituellement Valverde il avait mis sur le côté euh, au match aller, mais en championnat Valverde c'est un milieu de terrain. Donc c'était un coup qu'il avait réussi à Stamford Bridge. Il a essayé de le remettre en place au retour, sauf que une surprise, c'est une fois. Tourelle était préparé à ça. Et pour moi, le Real, on pensait que ça c'était bien parti sur les 10 premières minutes, mais après, pendant 70 minutes, pendant le Real a déjoué avec 4 milieux de terrain, pratiquement de même profil. Alors, pas de même profil parce que Valverde et Casemiro, ce sont des profils différents de Kroos et Modric, mais on peut pas jouer au foot avec 4 milieux de terrain et avec un Valverde sur la largeur, surtout quand tu décides de défendre aussi bas et de contrer. Et on a bien vu, même si le Real a continué à subir, le Real a été beaucoup plus incisif avec deux vrais ailiers, notamment Vinicius et Rodrigo. La deuxième erreur pour moi de Carlos Ancelotti, c'est en même temps, tu mets ces 4 milieux de terrain là, et ton seul joueur qui t'amène de la percussion et qui peut fournir les ballons à Benzema, c'est-à-dire Vinicius, tu vas le mettre côté Rhys James, qui est un joueur qui est lui aussi très rapide. On a vu Vinicius a fait une différence, Oui, il a mais fait Rhys James qui quand même physiquement n'est pas au top, qui revient de blessure, qui a été en grande difficulté lors du match aller, ouais, et qui aurait très bien pu être sur le banc au profit d'Aspilicueta. je suis d'accord, mais on l'a bien vu dans les 10 premières minutes. Il y a la première partie de Vinicius qui voit un carton jaune à James. Ensuite, ça a été beaucoup plus compliqué pour le Brésilien. Il fallu attendre autour de la 75-80e, un peu à l'image du réveil du Real, pour avoir vraiment un apport de ce joueur. Je pense que côté Marcos Alonso, ça aurait été plus intelligent parce que tout simplement, Alonso, c'est un joueur qui va beaucoup moins vite. Voilà, pour contrer, pour moi, il a mis un seul joueur qui amenait de la percussion et en plus il a mis sur le mauvais côté. Donc pour moi, c'est l'explication aussi que le Real a été cadenassé pendant 70 voire 80 minutes. Mais on a quand même, enfin, globalement, le match était quand même fantastique. C'est-à-dire que, comme tu le disais, il y a une entame qui est plutôt réelle, où ils ont essayé justement d'installer un rythme plutôt, plutôt soft, plutôt posé, avec une circulation, des dédoublements, etc. Seulement lorsque Chelsea a commencé à prendre le match à son compte, ils ont pris des vagues, ils ont assiégé le Real, et justement, en fait, de manière logique, même Chelsea mène 1, 2, 3-0, mais on ne sait pas ce qui s'est passé, tu as l'impression qu'il y a encore eu un peu cette magie qu'il y a eu contre le Paris Saint-Germain, où le Real Madrid, alors oui, de par le coaching, c'est vrai, de l'entrée de Rodrigo notamment, mais a su faire la différence dans les moments chauds, et Chelsea à ne pas marquer dans des situations. Enfin, je repense à la tête d'Havertz, je repense à différents peut-être faits de match qui auraient pu justement faire pencher la balance. Comment comment t'analyses toi Flo ce match finalement? Enfin, euh, là on a parlé plutôt coaching, plutôt tactique. Ouais. Est-ce que pour toi cette qualif du Real, elle est méritée? Est-ce que pour toi c'est vraiment la meilleure équipe sur les deux rencontres qui est passée? Alors, c'est l'équipe qui maîtrise le mieux ses émotions. C'est l'équipe comment dire, qu'elle soit dans le dur ou qu'elle soit dans le fort, c'est l'équipe qui fait toujours le bon choix au bon moment. C'est l'équipe qui sait profiter des moments de faiblesse de l'équipe pour. Elle sait qu'elle est moins forte. Dire que ce soit contre Paris ou contre Chelsea sur les quatre rencontres qu'elle a jouées, que ce soit aller-retour, bon, même si à Stamford Bridge c'était beaucoup mieux, mais elle sait qu'elle est moins forte, cette équipe du Real. Mais il y a tellement de mecs expérimentés, il y a tellement de mecs qui ont gagné des choses là-dedans que d'un côté, elle sait à quel moment, elle sait à quel moment c'est son heure et à quel moment il faut faire dos rond. Et elle a su très bien le faire au match retour contre. Elle a déjà su le faire 90 minutes à l'aller contre le PSG. Malgré qu'il y ait ce but en fin de match, le 1-0 était un bon résultat pour eux au vu de la physionomie du match. Elle a su le faire au retour, même si le PSG donne le match, mais elle a su en profiter. Elle sait mettre ses occasions, être chirurgicale à l'aller à Stamford Bridge, et elle sait, à partir du 3-0,
on sait très bien que généralement, il y a toujours une petite période de relâchement de 2-3 minutes qui suit. Et bien, encore une fois, elle s'est en profiter. Et voilà. C'est l'expérience, c'est gérer les temps forts, les temps faibles. Ben, le Real, c'est la démonstration incarnée. Voilà, tout simplement. Et puis aussi, il y a aussi je pense, un cadre à prendre en considération qu'on n'a peut-être pas forcément pris en compte, mais c'est que le Real est quasi sûr d'être champion d'Espagne. Ils ont 12 points d'avance sur le duo Séville-Barça. Ça peut être une fin de saison absolument fantastique pour eux. Parce que tu peux justement peut-être t'autoriser à perdre des points en championnat. Mm. Tu peux avoir ce luxe-là, alors qu'il reste un peu moins de 10 journées, tout en focalisant le maximum de tes forces dans une future demi-finale de Ligue des Champions. Moi, je te rejoins complètement. Le Real, peut-être que individuellement, c'est peut-être pas forcément la meilleure équipe, mais collectivement, c'est d'une force. C'est puissant. C'est-à-dire que ça peut justement se mettre en position, on va dire, victime, subir, etc. Mais en même temps, Mais ça peut pas piquer. Je te rejoins, mais pas collectivement, tactiquement. Parce que j'ai trouvé un Chelsea beaucoup plus cohérent, même sur le plan collectif. J'ai trouvé vraiment que Chelsea était un vrai bloc, mais collectivement, mentalement. C'est-à-dire que ces mecs-là, ils sont connectés, ils savent à quel moment, je veux dire, à 3-0, on sent, on sent pas le PSG, ouais. On sent pas le Real s'affoler. On sent pas du tout le Real s'affoler. On sent une remobilisation, on sent de la détermination, le fait qu'on va rien lâcher jusqu'au bout. Alors que côté Blues, à, à 3-2, ouais, 3-2, ben on sent que le but il fait mal à la tête. Voilà, c'est un comportement que par des meneurs, par des Toni Kroos qui ont tout gagné, par des Luka Modric qui ont gagné plusieurs Ligues des Champions, par des Karim Benzema, par des Alaba, ben voilà, même des Carvaral qui sont un peu moins bien maintenant physiquement, mais qui ont toujours cette force mentale. Euh, à un moment donné, voilà, c'est dans ces moments-là où ça fait la différence. Et puis, il y a aussi le banc. Je veux dire, en termes de qualité, le banc de Chelsea était supérieur. Mais quand tu fais rentrer un Marcelo, eh ben, il a la bouteille, il sait ce qu'il faut faire, il sait venir calmer un Vinicius à un moment important du match en lui disant écoute, va pas prendre un carton maintenant et va pas nous faire perdre du temps maintenant parce que nous, ça va nous faire encore plus de temps à la fin à tenir. Il y a un Thibaut Courtois. Enfin voilà, ils savent gérer ces moments-là, ils savent gérer ces instants, et ce soir, ça a encore parlé pour eux, voilà. Après, bon, il y a des individualités qui, évidemment, comme Luka Modric, comme Karim Benzema, qui sont les joueurs les plus vieux sur le terrain, et qui, ce soir, C'était les t'emmènent... plus forts. C'était les plus ah ben forts. oui, ah oui, mais Enfin, t'emmènent à... Modric, on s'extasie devant ce geste technique qui est incroyable. Enfin, je veux dire, déjà l'extérieur du pied dans le foot, on est d'accord pour dire que c'est pas un geste qui est capable, enfin, comment dire, qui est Ah ben faisable. ça a donné une carrière à Quaresma, hein. Voilà, c'est ça, Non exactement, mais c'est vrai, hein. exactement. Et là, C'est vrai. la lucidité à ce moment-là du match, pour déposer le ballon dans le bon tempo, au bon endroit, dans le bon espace. Après, il y a une bonne finition de Rodrigo aussi, faut le souligner. Mais, euh, mais c'est vrai que même dans le replacement, dans les anticipations, dans les interceptions, Modric, il a été au four et au moulin. Il a fait un match Ah, exceptionnel. mais tu vois, même Euh, Benzema, je veux dire, en fin de match, enfin en prolongation, Rodrigo, il vient de rentrer depuis 20 minutes. Bon, Vinicius, il a joué jusqu'à la 114e, mais le seul des trois qui redescend, c'est Benzema. Je veux dire, le mec a 35 ans, je dis pas de bêtises. J'ai peut-être un doute. Ouais, peut-être 35 ans. Je veux dire, le mec, c'est lui qui vient défendre. C'est pas les deux jeunes. C'est lui qui vient défendre, c'est lui qui remonte les ballons, c'est lui qui vient même au pressing en fin de match. Tu sais, quand Chelsea a la touche dans les derniers instants et qu'il y a le triangle madrilène qui va presser, c'est encore Benzema qui est dedans. Je veux dire, comment à 35 ans, athlétiquement, tu peux être encore autant en forme? On veut dire, on parle de Ronaldo, euh, la- la- on parle de Ronaldo, Cristiano Ronaldo, que physiquement c'est un joueur qui impressionne athlétiquement. Mais Benzema, franchement, quand on le voit physiquement comme ça, il paye moins de mine que Ronaldo. Mais je peux vous dire qu'il en a plus sous la chaussure, parce qu'à 35 ans, j'ai jamais vu Ronaldo presser comme ça pendant 120 minutes. Et à la 120e, être capable de faire une course à haute intensité entre les trois joueurs de Chelsea. Enfin, je veux dire, c'est incroyable.
C'est incroyable. Et avec le mal au dos en plus, hein, parce qu'il avait une gêne au dos, on l'a bien vu en prolongation. Donc non, non, franchement, c'est des meneurs d'hommes. C'est avec des joueurs comme ça que tu pars à la guerre, hein. Y a rien à dire à ce niveau-là, hein. Et puis je pense qu'aussi, il y a aussi un effet, alors je suis pas un insider, je sais pas exactement comment ça se passe dans le vestiaire, mais il y a un effet, je pense, Ancelotti. C'est-à-dire que Ancelotti, il est mené 3-0 à la maison. Il est pour l'instant éliminé de quart de finale de Ligue des Champions. Il est calme. Il est calme. Ah, mais Il perd pas ses nerfs. Alors que tu as un Tourelle à côté, ça crie, ça vit le match d'une manière différente. Mais finalement, l'image que tu renvoies un peu à tes joueurs, c'est un peu comme Galtier, je trouve, par moment, pour un peu parler du gym, hein, si on peut en parler 10 secondes. Mais des fois, ben, attention, tu représentes l'entraîneur. C'est-à-dire que tes joueurs, euh, il peut y avoir, par exemple, un stress un peu communicatif, une colère un peu communicative. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu penses que euh, ça a pu jouer aussi sur les têtes à Chelsea? alors, je suis pas insider comme toi, mais j'ai une expérience d'entraîneur, bah, à mon niveau, hein, bien sûr, mais qui fait que je peux t'assurer que le comportement de l'entraîneur surfait sur les joueurs. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, tu vois demain les matchs d'Atlético. Si t'as pas un mec qui a le caractère de Simeone, tes joueurs ils peuvent pas produire le football qu'ils produisent pendant 90 minutes à courir tout le temps derrière le ballon. Je veux dire, à un moment donné, quand le Real gagne 3 fois la Ligue des Champions et s'en sort dans n'importe quelle situation, c'est parce que tu as un Zinedine Zidane qui est aux commandes, qui est tout le temps calme, tout le temps calme, tout le temps serein, tout le temps posé. Voilà. Et Ancelotti, ben, ce soir, oui, c'est un garçon calme, mais pourquoi? Parce que c'est peut-être sa 15e ou 16e campagne de Ligue des Champions, parce que, il a connu des événements dramatiques, comme par exemple le 3-0 avec le Milan AC en finale de Ligue des Champions, où il se mange une remontada par Liverpool en mi-temps. Voilà, il y a des événements comme ça qu'il a eu dans sa carrière, il y a du passé. Je veux dire, pour lui, limite, l'élimination là, ça aurait été une déception, mais ça aurait été peut-être une saison de plus dans sa longue carrière. Alors que Tourelle, ben, bon, malgré qu'il est aussi. Tenant du titre, hein. Oui, tenant du titre, il a aussi du pedigree dans cette compétition, mais c'est plus jeune, c'est plus fougueux, et peut-être aussi que euh, le film du match fait que Tourelle sort plus facilement de ses gonds, même si on l'a senti très tendu dès le début. Mais oui, le fait de rater beaucoup d'occasions, de vendanger beaucoup d'actions, de se sentir plus fort que l'adversaire, mais ne pas réussir à le mettre KO, ça c'est une frustration qui est énorme. Après voilà, pour moi Chelsea de toute façon l'élimination il a payé au match aller, il la paye pas ce soir. Donc Bah, c'est vrai que voilà, on peut dire que dans la globalité, il réalise 70 minutes de très haut niveau, on va dire, sur ce second match. Mais au match aller, il passe complètement au travers. J'aimerais revenir peut-être sur un fait de match qui a fait, on va dire, polémique. C'est le but de Marcos Alonso. Euh, alors, ce but, à première vue, moi, je n'ai pas compris pourquoi il avait été annulé. mm. Puisque effectivement on voit le ballon qui touche la main après avoir rencontré donc la cuisse. Donc on se dit que de toute façon c'est une main qui est tout simplement involontaire. Mais alors je sais pas si tu as vu la règle exacte Flo par rapport à Alors en ça. fait c'est que dans la règle c'est que toute main offensive est sifflée dans n'importe quelle Tout situation, simplement. n'importe quelle position. Tout Voilà. simplement. Voilà. Alors que défensive, si ça aurait été ça avait été un défenseur, le fait qu'elle touche la cuisse et qu'elle vienne ensuite sur la main, à ce moment-là, l'action est continuée. Euh, voilà, la règle a été respectée. Pour moi, le but est logiquement refusé. Euh, et pour moi, même si cette règle n'existait pas, il aurait dû être refusé tout simplement parce que sans la main à ce moment-là, même si elle n'est pas volontaire, s'il n'y a pas cette main, il ne peut pas se l'emmener comme il faut pour se mettre en position de frappe. Donc ce petit rajout du corps fait que il puisse se l'emmener comme si en finale il se la pousse de la hanche. Sauf que s'il n'y a pas la main, il n'y a pas la hanche. Donc voilà, pour moi, pour moi, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Le but est refusé. Il n'y a pas crié au scandale. D'ailleurs, je trouve que c'est un match qui a été plutôt bien Moi arbitré, j'ai trouvé bien, aussi. bien J'ai trouvé équilibré. aussi. Franchement, alors Donc, il y avait pas mal de tensions justement avec le banc de Chelsea qui était complètement fou par moment, avec la pression forcément des supporters locaux.
mais j'ai trouvé peut-être quelle décision. Je crois qu'à un moment il met un jaune, le jaune de Benzema. Le jaune de Benzema pour moi il n'y est pas. En première mi-temps, il est sur un contact aérien. Bon, il y a pas une grosse faute, mais hormis ça, franchement, il a géré parfaitement son match, Oui, l'arbitre. après, Il n'y a pas c'est de un très rare. grosses, il y a pas de grosses Ah polémiques, on non, va dire, mais sur ce si tous match. les arbitres pouvaient arbitrer comme l'arbitre de la rencontre a arbitré ce soir, on s'en satisferait, hein. Bon, en Ligue 1, Honnêtement, en Ligue 1, on a des candidats, non? Non? non, Non, non. non, non, C'est non, vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. non. Mais non, honnêtement, non, le match a bien été maîtrisé. Après, oui, une erreur d'appréciation, ça peut toujours arriver dans un match. Faut pas oublier que ça reste des êtres humains. Notamment sur, oui, la grosse erreur, c'est le corner pour Effectivement. Chelsea sur le deuxième but. Mais bon, après, c'est un fait de match. Je veux dire, le corner amène le but, mais enfin, si tu es au marquage de tes joueurs sur le corner, tu vois, le but il est évitable. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'erreur directe qui amène le but. Voilà. Ouais, mais le truc, c'est qu'en fait, tu savais d'avance que Chelsea avait un ascendant avec des très très grands joueurs de Et, tête. Euh, justement, et d'ailleurs, je trouve que à ce niveau-là, Ancelotti, cette phase de jeu, il a très très mal géré. ouais, C'est-à-dire que Canal+ l'a très bien souligné à un moment donné que c'était mi-individuel, mi-zone. Quand tu as des joueurs qui individuellement sont meilleurs que toi, il faut que tu fasses de la zone. Voilà, tout simplement, que de la zone. Parce que tu vas protéger des zones de surface et tu vas pas prendre le risque de jouer des individuels. Donc voilà, ça c'est une phase de jeu que, en plus, Carlo Ancelotti qui est italien, on connaît le petit côté pointilleux des coachs italiens dans ces secteurs de jeu-là. Ça m'a étonné. oui, effectivement, d'autant plus que tu sors Casemiro, tu n'as pas Militao. Enfin, il y a vraiment eu une période où tu avais du Rudiger, tu avais du Havertz, tu avais d'autres joueurs justement plutôt Ah bons de ben, la même tête. Thiago Silva, hein. Thiago Thiago Silva, Silva, c'est un très joueur très de bon joueur de tête. tête. Donc effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Peut-être une mauvaise gestion et puis un ascendant. Parce qu'il y a eu un avertissement pour un mi-temps d'une tête de Rudiger qui passe juste au-dessus. Enfin, je veux Ah, dire, mais il ça, n'y en a ça pas eu sort qu'une, pas, hein. ça sort pas de nulle part, cette Enfin, tête-là. de toute façon, Chelsea est l'équipe qui marque le plus cette saison en Ligue des Champions sur coup de pied arrêté. C'est l'équipe euh, qui a beaucoup de taille, qui a des genres voilà, ils ont gagné, ils n'ont pas perdu un duel ce soir. Voilà. Et en plus, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est l'une des trois équipes qui gagne le plus de duels aériens depuis le début de la compétition. Donc voilà, c'est une équipe qui est bon dans ce domaine-là, et même en première ligue, hein, Chelsea marque souvent sur coup de pied arrêté, surtout ces derniers temps où dans le jeu c'était plus compliqué. Euh, mais voilà, c'est pas étonnant de les voir aussi performants dans ce secteur-là, en tout cas. Ouais, effectivement, il y a Nacho aussi qui est sorti avec une charnière Carvaral-Alaba. Moi, clairement, quand j'ai vu cette charnière se profiler pour les prolongations avec Lucas Vasquez en latéral droit, je me suis dit, mais c'est fini. Enfin, Ouais, et puis là où aussi pour moi Tourelle a fait une erreur, c'est à la mi-temps de la prolongation à essayer de trouver quelque chose, euh, une organisation tactique. Euh, pour moi, c'est un peu l'erreur en fait de la deuxième période. Tu sais pourtant que moi j'adore, hein, tactiquement tout ce qui peut se passer dans le football, c'est quelque chose que j'aime. Mais je pense qu'à un moment donné, dans ce match-là, euh, il n'y a plus de tactique. Tu passes dans l'irrationnel. Et pour moi, voilà, il aurait fallu artiller dans la boîte de la, du début jusqu'à la fin du match, en fait, tout simplement. Il y a plus de calcul à ce moment-là. Voilà. bah moi, j'ai quand même été. Enfin, comment dire? J'ai trouvé vraiment la rentrée de Ziyech très très compliquée. Tu savais pas exactement où est-ce qu'il se plaçait, hein, tantôt à droite, tantôt au stand, tantôt à gauche. Il en a eu 3 ballons, il en a perdu 6. Alors bien sûr, c'est pas le responsable de la défaite et de l'élimination, mais effectivement, peut-être que, alors je sais plus exactement qui c'est qu'il y avait sur le banc, mais peut-être faire rentrer juste de la taille dans. Là, il y avait Lukaku. Non, Lukaku était absent. Ah non, 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 Lukaku n'a pas été. Oui, oui, Lukaku était absent, t'as raison. Lukaku Mm. était absent, mais effectivement, même si c'est un défenseur central, tu fais rentrer un Christensen qui joue numéro 9. Tu bombardes des cachous dans la surface, et puis Oui, puis au petit bonheur dans, la dans chance cette, aussi, quoi. dans cette fin de match, il reste 5-10 minutes, t'as même pas besoin de faire rentrer quelqu'un. Enfin,
tu positionnes juste Rudiger en position d'avant-centre, comme le Real pouvait faire avec Ramos dans ses matchs de Coupe d'Europe quand c'était chaud. Et voilà, il fallait mettre dedans, Archie. Et après, bon, après c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Parce que nous, on est devant la télé, on se dit, bon, il fallait faire ça et ça. C'est qu'après, peut-être sur le terrain, Tuchel le ressentait autrement. Mais en tout cas, de la télé, c'était flagrant que chaque ballon qui entrait dans cette surface de réparation, il peinait à être dégagé, quoi. Après, pour revenir sur Ziyech, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, il est en très grande difficulté depuis qu'il arrive à Chelsea. Il est dans un championnat qui est, à mon sens, je pense pas fait pour lui, et encore moins dans un système qui est encore moins fait pour lui. Et un joueur qui n'est pas en confiance, ben, ça se ressent direct. Il a été mal géré. Euh, voilà, il est mal géré depuis le début qu'il est à Chelsea, que ça soit sous Lampard, là ça allait sous Tuchel. Voilà, c'est compliqué avec la sélection, ben, c'est compliqué, il est boycotté par Ali Dodzik. Donc ouais, c'est compliqué en ce moment pour Ziyech. Et on peut faire le parallèle aussi de la situation de Ziyech un peu avec la situation de Calvin Stengs à Nice. Voilà, pour moi, c'est un peu deux histoires similaires. C'est des systèmes qui ne sont pas mis en place pour eux, des joueurs qui sont mal gérés, et pourtant, c'est des joueurs qui peuvent apporter un plus, notamment dans ce genre de rencontre pour Ziyech et Chelsea. Après, c'est vrai que bon, tu le fais rentrer 10 minutes, t'attends justement qu'il fasse un exploit. Bon, c'est pas non plus peut-être un contexte évident aussi pour un joueur qui Oui, puisait en difficulté. oui, tout à fait. Puis en plus de ça, tu le fais rentrer, tu l'isoles côté gauche, alors que c'est un joueur ben, qui est plus dans le rôle de Mount, comme en première mi-temps, c'est-à-dire en soutien d'une paire d'attaquants, qui est là, qui est vraiment en électron libre, qui vient dans le cœur du jeu, qui vient donner, qui vient proposer. Voilà, c'est pas du tout son rôle de mordre la ligne, de venir jouer autant excentré. Voilà. Mais bon, après, ça, c'est encore une fois, c'est des joueurs comme ça. Des joueurs comme ça, malheureusement, c'est qui tout double parce que c'est des joueurs qui sont tellement qui sont tellement spéciaux, pardon, que s'ils ne sont pas mis au bon endroit et à bon escient pour l'équipe, voilà, c'est qui tout double. Hmm. Donc voilà. Moi, j'aimerais aussi parler avec toi du match d'un Français. Euh, j'ai pas trop vu de commentaires sur lui. Alors, à un moment, RMC Sport a parlé du côté gauche du Real Madrid. Alors, j'ai trouvé Vinicius assez bon, plutôt virevoltant, intéressant, passeur sur Benzema. Il a vraiment franchi un cap cette saison. Bon, bref, ça, on est plus surpris, je pense, à ce stade-là de la saison. Par contre, le Mhm. match de Ferland Mendy, il est quand même très très compliqué. Je sais pas ce que tu en as pensé. Fautif sur le but non accordé de Marcos Alonso. Et même, finalement, il avait en face de lui un Rhys James pas à 100%. On l'a vu peut-être une ou deux fois déborder. Même offensivement, il a été vraiment très timide et je l'ai trouvé très fébrile dans les contacts, enfin, un match assez compliqué de sa part. Ouais, et surtout que, bon, déjà, Ferland Mendy, c'est en 3 points. C'est un joueur qui, depuis qu'il arrive au Real, il n'est pas ménagé par les blessures. Il a du mal à enchaîner, donc c'est pas facile de trouver le rythme pour lui. Le deuxième point, c'est qu'il y a une Coupe du Monde dans 6 mois, qu'on sait qu'il n'est pas dans les choix préférentiels de Didier Deschamps, donc il va falloir qu'il se fasse sa place. Et c'est dans ce genre de match euh, que Dédé l'observe. Donc voilà, on sait que Théo Hernandez c'est très costaud et que généralement Deschamps en doublure il aime pas prendre forcément le second meilleur, il aime prendre plutôt celui qui est sur le banc et qui ouvrira pas sa bouche. Donc pour moi, Ferland Mendy, c'est soit il emmène en numéro un, il faut vraiment qu'il soit bon, et il peut l'emmener en numéro un, numéro 2, une fois sur deux avec Théo, soit ce sera à la maison. Eh ben, tu Donc vois, là un petit débat parallèle, mais je pense pas, parce que j'ai du mal à imaginer, même s'il peut le faire, Mendy piston gauche. Tu vois, je l'imagine plus comme un latéral dans une défense à 4. ben, alors je sais pas si tu regardais beaucoup l'OL à l'époque quand il jouait. Alors après, avec sa blessure, c'est vrai il est un peu moins aérien, mais pour moi, il est complètement capable de jouer dans ce rôle de piston. C'est un joueur qui, à la base, sur le Mendy, est beaucoup plus offensif que défensif. Hmm. C'est un peu, si tu veux une comparaison, c'est un peu Youssef Attal ces derniers temps.
C'est-à-dire que c'est un joueur qui, quand il arrive à Nice, offensivement, il t'a apporté quelque chose de fou. Et là, ben, depuis qu'il enchaîne les blessures, c'est plus, voilà, ça se projette moins. Ben, Ferland, c'est un peu pareil. Euh, voilà, donc pour moi, il est capable de jouer ce rôle de piston. De toute façon, offensivement, il est meilleur qu'un Lucas Digne. Donc, C'est pas euh, compliqué donc en même temps, je pense, d'être meilleur offensivement que Digne. oui, oui, mais voilà, enfin, dans tous les cas, ouais, mais le souci, c'est que Deschamps, voilà, il n'emmènera pas de numéro un. De toute Il va façon, amener un numéro un, numéro deux. je pense que, enfin, pour clôturer sur la liste de Deschamps, elle est faite à 95%. Elle est faite à 95%. Oui, 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 je pense Il y a aussi. peut-être, À part peut-être le secteur, le deuxième numéro 9 où là, tout ce que ouais, tu disais, Giroud, Ben Yedder. ou juste la gestion des blessures Oui, aussi, aussi. et des méformes, hein, mais sinon, je pense elle est bouclée. On revient peut-être sur le match. Peut-être aussi un fait de jeu. Oncle Poulain nous disait un peu plus tôt sur le chat. Est-ce que pour toi, l'entrée de Kamavinga, ça a été, euh, ça a été un tournant aussi de ce match-là? Un peu comme contre le Paris Saint-Germain finalement. Kamavinga rentre, ça fait beaucoup de bien, ça stabilise un peu le milieu de terrain. Euh, Alors, il fait quand même une bonne rentrée. il, f- il fait, il fait une bonne rentrée, mais je pense que le fait de réaxer Valverde a eu beaucoup plus d'impact que l'entrée de Kamavinga. Ça veut pas dire que Kamavinga fait une mauvaise entrée, ça veut pas dire que Kamavinga n'est pas un joueur qui compte au Real, mais pour moi, ça veut dire que Federico Valverde, c'est euh, actuellement, je pense pour moi, un joueur plus utile dans le triangle qu'Anthony Kroos dans ce genre de match. Dans un match où tu sais que tu vas subir, dans un match où tu sais qu'il faut ratisser, dans un match où tu sais qu'il faut se faire mal, ben, Valverde, c'est essentiel. Il a ça dans l'ADN, c'est un joueur qui est comme ça. Et pour moi, en fait, l'entrée de Kamavinga coïncide aussi avec le fait que Valverde soit réaxé. Donc sûrement qu'il y a un peu des deux, mais je pense que c'est surtout le fait que Valverde soit fait réaxer. Et ça fait beaucoup de bien parce que c'est un joueur qui a un volume de jeu qui est énorme. Il est encore très jeune, euh, mais son volume de jeu, c'est l'un des plus gros d'Europe à ce niveau-là. Donc je pense que puis c'est un Uruguayen, donc ça, ils l'ont dans la main. Le fait de ratisser, de couvrir une grosse partie du terrain. Et je pense que c'est plus ça qui a coïncidé. Après, oui, Kamavinga fait une bonne rentrée, c'est sûr. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu souhaiterais peut-être mettre en avant Ben, juste pour finir sur Mendy, quand Ouais. tu as parlé des montées de Reece James, mais moi ce que je trouve encore plus inquiétant, c'est que sur son côté, il avait Loftus-Cheek, qui est le joueur le moins percutant de Chelsea, qui était le joueur qui offensivement, alors il fait un très bon match, hein, mais il est aidé justement par la mauvaise prestation de Ferland Mendy. Et je pensais pas justement que ça allait être Ferland qui allait être en difficulté. Je pensais que ça allait plutôt se passer de l'autre côté, du côté Carvaral qui avait été très perméable Mm. face à Mbappé contre le PSG. Et en fait, non, c'est à gauche que ça a été très compliqué, donc encore plus inquiétant pour Ferland. Voilà. Et puis, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai trouvé un Edouard Mendy beaucoup moins rassurant que ces derniers temps. Bon, hormis la boulette contre le Real, mais euh, j'ai vu Tourelle plusieurs fois s'exciter parce que c'est Rudiger qui devait faire la course de 20 mètres pour lui donner le ballon en retrait et pas lui qui sortait 20 mètres plus haut. Mhm. J'ai trouvé un Edouard Mendy très hésitant, beaucoup moins aérien. Je sais pas ce que tu as pensé toi aussi. Moi, je suis assez d'accord. Hésitant, alors peut-être que effectivement l'erreur de la semaine dernière lui trotte encore un peu dans la tête, c'est évident. Même dans son jeu au pied, je l'ai trouvé beaucoup moins serein. Très d'accord. Après, effectivement, je pense que Tourelle s'attendait peut-être à ce que Mendy attende au niveau de ses 18-20 mètres pour gagner justement quelques mètres et éviter à sa défense centrale de venir récupérer, de se fatiguer encore plus. Oui, et Effectivement, puis effectivement tu dois aussi t'adapter par rapport à la philosophie du match, même si Edouard Mendy, ce n'est pas Manuel Neuer, hein, on, non, mais relative, c'est un gardien on qui est très à relativise. l'aise, hein, Voilà, il sort très haut, hein. c'est un gardien effectivement qui a l'habitude de sortir. Et ouais, là effectivement sur le match de la semaine dernière, sur ce match-là, il réalise pas d'arrêt, on va dire de gros arrêts sur ce match-là. Il n'est pas décisif. Ça n'enlève rien à son niveau.
Ah Naturellement, ouais, mais faut aussi prendre en considération le fait que le type, il a enchaîné quand même avec victoire en LDC, victoire en Cannes, victoire en championnat du monde des clubs. il aurait dû avoir, Derrière, il aurait dû avoir le prix Yashin. possiblement, c'est juste que je pense qu'au bout d'un moment, ça fait beaucoup de choses à encaisser et il faut concéder et accepter qu'il soit peut-être un peu moins bon et qu'il passe un peu au travers de certains matchs. Là, sur ce match-là, je ne l'ai pas trouvé rassurant, franchement. Alors, ouais, bah, il n'est pas passé Il au n'est pas, travers, mais pas il passé au dégageait travers, pas une mais sérénité. Mais je pense que c'est plus le post-traumatisme de sa grosse boulette du hmm, match aller. c'est sûr. Voilà. Et d'ailleurs, et oui, il y a autre chose aussi, à un moment donné, la passe en retrait. Alors, je sais plus qui l'a fait du milieu de terrain madrilène pour Courtois. Le ballon ralenti. Franchement, j'étais à deux doigts de penser à cause d'un tas de pelouse, enfin, Chelsea Hmm. allait se qualifier, quoi. Mais Donc, comme quoi, parfois, le football. non, mais c'est surtout que, je sais pas, le ballon, il a freiné d'un coup. Tu Ah disais, ouais, non, mais d'un attends, coup. tu disais, mais attends, c'est marrant parce que l'allure que le ballon a pris, il est arrivé vers Courtois, t'avais l'impression qu'il est ralenti. Et Courtois, ça l'a absolument pas paniqué, tu vois. Alors que nous, on était là, on était devant, non, mais qu'est-ce qu'il fait? Ben ouais, Oh, je me qu'est-ce suis qu'il dit fait, que le ballon l'ami allait belge? complètement s'arrêter. Ouais, Et ouais. franchement. Non, mais Ouais. Et puis, c'était un match, je pense, de par le scénario, de par l'intensité, de par la beauté des buts, la beauté de certains gestes, le scénario, voilà, on va dire rocambolesque. C'était franchement une superbe prestation. Quand on est spectateur neutre, naturellement, quand on sort de tout clubisme, c'était une régalade. Si tu devais donner oui, une oui, note, c'est sûr. si tu devais donner une note sur 20, tu donnerais combien à ce match, Flo? Comme ça, Hmm, là. 17, 18, honnêtement. C'est pas mal. C'est. Ah ben. C'est pas mal. On aurait pu tomber sur un 0-0 tout moisi, là. Ah, mais Euh, par contre, je te l'avais annoncé dans ton live de cet après-midi, hein. Je te l'avais dit, hein. Et puis, là, parce que, alors, parce que pour la petite anecdote, il faut qu'ils sachent quand même, les gens qui nous regardent, faut qu'ils sachent, mais je t'ai quand même posé plusieurs fois la question, on fait quoi en cas de prolongation? Et moi, dans ma tête, je me suis dit, non, mais ça va pas se finir en prolongation, c'est bon, on va lancer Et, après le match à 23h tranquillement. et Mais, tout à l'heure, sur ton live, je t'ai annoncé victoire de Chelsea, tu m'as dit, mais est-ce qu'il y aura qualif de Chelsea? Je t'ai dit, je pense pas, je sais pas, je pense pas. ouais, non, mais Et, elle était bien vue. attends, Elle était bien quand vue. même. Elle était bien Ah vue. ouais. C'est vrai que tu l'avais annoncé, victoire de Chelsea, mais je t'ai dit, effectivement, possiblement victoire de Chelsea, mais je ne les vois pas se qualifier. On avait convenu ça tous les deux. Ouais, ouais, Je on pense avait convenu que ça. on aurait pu faire un petit ticket. Putain, on aurait pu se mettre bien. On aurait pu se faire un bon petit week-end quand même. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Non, non, mais effectivement, c'était une vraie belle affiche. Assez d'accord sur Edouard Mendy, mais bon, après, on va pas non plus tirer des conclusions hâtives Non, et être dicté non, par non. la culture du moment et de l'instant, surtout qui ravage bon nombre de cerveaux de fans de foot, malheureusement. Et autre chose aussi, une dernière chose sur l'autre gardien, Thibaut Courtois. Alors on l'a beaucoup critiqué à son arrivée au Real parce que, et à juste titre, hein, parce qu'il a fait une première saison catastrophique. Mais honnêtement, depuis plusieurs, maintenant ça fait deux années que vraiment il redevient l'un des meilleurs gardiens au monde et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je Ouais, trouve non, qu'on est mais resté sur sa première saison échec. totalement d'accord. Totalement d'accord. Et ce soir, ben, il fait pas de grosses parades, Oh, mais si, la tête sur le coup franc, le c'est corner. vrai, c'est vrai. On Il va en dire que fait c'est la une ou deux. grosse parade. Oui. Mais rien que par ses petites sorties aériennes, le fait qu'il soit aérien, et ben ça rassure toute une défense, quoi. Ça rassure toute une défense, ça fait du bien et voilà. Et puis pas beaucoup d'erreurs au pied. Enfin, vraiment. Enfin, voilà, un gardien, ce que dégage un gardien, c'est vraiment important pour un bloc équipe. Et, euh, et voilà, et par exemple, quand parfois on peut critiquer, par exemple, pour faire la comparaison, un Walter Benitez qui n'est pas très aérien, eh ben, ça y joue aussi. Ça a comparé Hakim Ziyech avec Calvin Stengs, Walter Benitez avec Thibaut Courtois. Là, Ouais, mais il. parce que je t'avoue que j'ai besoin de. Ouais, non, mais la Ligue des Champions, c'est très bien aussi pour se changer d'air Ah ouais. et penser à autre chose. Euh, que dire d'autre?
Que dire d'autre de ce match, les gars? En termes de Je performance, crois qu'on a fait le tour, hein. ouais, ouais, à vrai dire, on s'est régalé. Je sais pas, les personnes qui sont sur le chat, est-ce il y a peut-être euh, peut-être un top flop? On a parlé de Ferland Mendy en flop, Kovacic plutôt en top. Werner, Timo Werner, on n'en a pas parlé. Ah ben, Euh, moi j'en ai parlé au début en disant qu'il avait libéré beaucoup d'espace et que c'était un joueur qui pour moi dans le système de Tuchel était indispensable. Non mais attends, non mais je suis d'accord avec toi dans le style de jeu, je pense qu'effectivement il fallait rechercher de la profondeur, il fallait justement faire mal Un but, une passe D, hein. ouais ouais complètement, il fallait faire mal à cette défense madrienne, mais par contre le but qu'il met, est-ce qu'on aurait pu imaginer Timo Werner, parce que bon il a quand même c'est un chat noir un peu hein, Werner je pense depuis qu'il est arrivé à Chelsea. Euh, il a quand même pas les stats qu'il avait à l'époque de Leipzig. Gros transfert. Euh, Oui, je suis d'accord avec toi. Après, la Bundesliga, j'en parle tout le temps, mais il n'y a pas n'importe qui met 30 buts en Bundesliga, mais c'est beaucoup plus facile de marquer en Bundesliga qu'en Première Ligue. C'est le championnat le plus ouvert en Europe. Je veux dire, je peux te trouver des attaquants qui, tu vois, un Christopher Nkunku qui fait une super saison en Bundesliga avec énormément de stats. Il n'a pas la moitié de ses stats en Première Ligue, malgré que ce soit un super joueur déjà en Première Ligue. À part ces dernières années où tu as eu des Momo Salah qui ont dépassé. Mais sinon, même des Kun Agüero et tout, ça dépasse rarement les 22-23 buts en Première Ligue sur une saison. Je veux dire, c'est pas du tout le même style de championnat. Et donc, on va y marquer 30 buts par saison à Leipzig. On s'est dit, bon, en première ligue, il va en mettre 25-30. La première ligue, c'est notre championnat, c'est ouais, mais notre façon de jouer. là c'est même pas qu'il en a mis 15. Enfin, je veux dire, Oui, oui, c'est sûr. tu vois, Mais après, il y a quand même un tu as une juste milieu. arrivée, tu arrives avec un statut, puis en même temps, lui, il y a tout qui arrive en même temps. C'est-à-dire qu'il est arrivé d'un coup, la même saison, il a le statut de porter l'Allemagne offensivement à la Coupe du Monde, Mm. et dans le même temps, il a un gros transfert à assumer à Chelsea où ça devient la star du projet. Parce que clairement, à l'époque où il signe lui Havertz, mais bon, Havertz, c'est une pépite. Lui, c'est la star. C'est le mec qui plante 30 buts par saison à Leipzig. On se dit, c'est lui qui va faire gagner des titres à Chelsea. Il arrive avec tout ça et le début ça se passe mal et après ben, tu sais de fil en aiguille tu rentres dans un cercle vicieux quoi. Donc tu t'en sors jamais. Donc, Mhm. donc voilà. Mais en tout cas Il y a il a pas. il y a Ouais. Romain qui nous demande ce qu'on a pensé du match de Kanté. Alors, je vais me permettre de répondre euh, avant toi, Flo. Bien sûr. Moi, je l'ai trouvé plutôt bon. Pas forcément influent dans le jeu avec ballon, mais par contre, un nombre incalculable de ballons récupérés. J'ai trouvé vraiment la doublette avec Kovacic très bonne, enfin extrêmement complémentaire. Euh, Après, on l'a connu plus rayonnant. On l'a connu beaucoup plus rayonnant. Je suis pas sûr que physiquement il soit vraiment au top. On sait que peut-être qu'il a des petits soucis d'ordre personnel parce qu'il avait dû quitter un rassemblement de l'équipe de France, etc. il y a quelques semaines. On ne sait pas exactement ce qu'il a. Moi, je l'ai trouvé bon, pas non plus très bon. Je pense qu'on peut en attendre beaucoup mieux, mais la doublette avec Kovacic, on l'avait déjà vu à plusieurs reprises cette saison. Mais moi, en tout cas, j'ai trouvé plutôt bon. Tu vois, si je devais donner une note à Kanté sur ce match, je donnerais un petit 6 sur 10, tu vois. Par exemple. Qu'est-ce que Ouais, t'en ouais, penses, toi, Flo? moi je mets 5 parce que sans ballon, bon ben impeccable hein, comme à son habitude. Maintenant, avec ballon, il a fait quelques pertes de balles, dont une préjudiciable sur le but du Real. Il me semble que c'est le deuxième but, si je dis pas de bêtises. Ou le premier. Où il tente cette louche là pour sortir du pressing et perte de balle. Que Tourelle ne décolère pas. Je Alors sais plus c'est là, laquelle. j'avais oublié cet élément. Mais c'est lui qui la perd en fait. C'est sur sa possession, c'est une perte de balle d'N'Golo Kanté. Et il me semble que c'est sur l'extérieur de Modric. Bon, après, c'est un geste incroyable, mais c'est lui qui perd le ballon. Euh, et puis, en attendant un joueur comme ça, ben, quand son équipe a piqué du nez pendant les 2-3 minutes après le but,
Par son influence dans le milieu de terrain, on attend de ces joueurs-là qu'ils fassent du bien dans des moments clés comme ça. Ce soir, j'ai trouvé un peu moins aérien. Je lui mets 5, voilà, pour sa perte de balle, notamment il me semble, la passe décisive de Modric. Mais voilà, sinon après, oui, ça a été un bon N'Golo sans ballon. J'aurais aimé le voir un peu mieux avec ballon et surtout qu'il est capable de le faire. Voilà. Mais bon, après, c'est pareil, hein, c'est des joueurs, ils sont bons 30 matchs sur, allez, même pas plus, 50 sur 60 dans l'année. Et il y en a 10 où ils sont même pas bons, juste un peu moins bien. Compliqué de leur lancer la pierre. Bon, écoute, Flo, je pense on va s'arrêter là-dessus. Ça fait un bon 40 minutes de débrief sur ce match. Il est minuit et demi. C'était pas Ouais. forcément prévu qu'on attaque aussi tard. Juste pour finir, avant, Dis-moi. il y a quand même cette qualif de Villarreal Ouais, à l'Allianz Arena. un petit mot parce que du coup, moi, j'ai pas du tout vu le match. Bon, moi j'ai vu le match aller. Villarreal aurait déjà dû s'imposer 2-3-0 à l'aller. C'est un miracle pour le Bayern qui a eu qu'un but d'avance. Mais surtout, Unai Emery, avec un effectif qui est bon, mais qui n'est pas taillé pour la Ligue des Champions, va faire un coup comme ça à l'Allianz Arena. Enfin, je veux dire, chez l'ogre bavarois. Et honnêtement, Villarreal est capable pour moi, parce qu'il me semble que ce sera Real-Villarreal, la demi-finale. Mhm. Euh, pour moi, le Villarreal est totalement capable de sortir le Real de Madrid. Et pour moi, ce ne serait même pas, ils sont pas favoris, mais ce ne serait pas une surprise. Parce qu'il y a un Real qui est beaucoup moins aérien depuis ces dernières semaines, qui s'en sort aussi avec un peu de réussite et ses individualités. Et Villarreal est vraiment un gros collectif. Et j'ai rarement vu le Bayern autant subir que ce qu'elle a subi à la Ceramica au match aller. Bon, le retour, j'ai pas pu le voir, mais voilà. Et donc, franchement, chapeau. Après la déclaration dans la presse de Nagelsmann avant le match, c'est vrai que après, bon, on peut dire, mais c'est quand même un léger retour de karma après ça. Plusieurs choses aussi. Moi, effectivement, je n'ai pas vu ni le match aller ni le match retour. On oublie quand même que l'année dernière, Villarreal a gagné l'Europa League, Oui. que c'est pas rien, que pendant de longues années, on a dit que Emery c'était Mister Europa League, etc., que il avait gagné 3 fois avec Séville, qu'il avait gagné également avec Villarreal. Là, il est en demi-finale de Ligue des Champions en sortant Alors, l'un des grandissimes favoris. Donc, je veux dire, je pense qu'il y a une évolution. Et je suis d'accord. par rapport à ça, il y a une interview de Etienne Capou qui est sortie sur SoFoot par rapport justement à l'apport de Unai Emery, hyper intéressante que je vous recommande d'aller checker parce que parce que c'est du petit lait quoi. Ouais, et puis en plus de ça, alors, je sais plus. Ah oui, juste, bon, en championnat, c'est quand même compliqué hein, pour Villarreal, mais cette épopée en Ligue des Champions, enfin compliqué, ils sont autour de la septième place, mais, euh, mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions, c'est une très belle épopée. Et en plus de ça, il me semble qu'ils sortent pas d'un groupe simple. Il y avait Atalanta et Manchester United dans le premier groupe. Voilà, derrière, ils sortent quand même la Juventus, où ils gagnent Ouais. 3-0 au Juventus Stadium. Ils tapent le Bayern, même si c'est pas une grande Juve, mais ça reste la Juventus. Ils tapent le Bayern derrière. Je veux dire, c'est pas un petit parcours, quoi. Ils viennent pas de battre Tiraspol ou une équipe comme ça, quoi. Enfin, c'est une référence. Donc, ça peut être une Porto 2004, ça, hein. Ouais, effectivement, peut-être la grosse surprise Villarreal. En tout cas, on va assister du coup à une demi-finale. Alors ça va être quoi? Ça va être Villarreal Real Madrid? Et alors, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble, hein, parce que maintenant, en fait, il me semble que dès que c'est tiré en quart de finale, derrière, tu as le tableau des demi. Il me semble que c'est Villarreal-Real et que ce serait du coup Man City-Atlético, enfin, ou Man City ou Atlético contre ou Liverpool ou Benfica. Il me semble que c'est Incroyable. ça. On risque d'avoir une confrontation anglaise contre une confrontation espagnole, ce qui risque, je pense, fortement de se passer. On verra bien. En tout cas, ouais, bravo à Villarreal, bravo à Emery. Et Real jouera soit contre City, soit contre Atlético. Ok, donc non, du coup, c'est pas. Ok, donc ce sera City-Atlético. Donc Villarreal sera Liverpool. Ah, ce sera un peu plus compliqué quand même. Ok. Ouais, contre les Reds, ça risque d'être plus compliqué. Mais en tout cas, dans tous les cas, super parcours, hein, Bah, franchement. demi-finale, tu t'es top 4 Europe, je trouve que c'est quand même pas mal.
C'est un projet qui devrait inspirer l'OGC Nice. Ah Voilà. ben, je pense surtout en termes de production de jeu, en termes Ah oui, d'identité, ah tu oui, vois. très clairement. Et le recrutement, enfin, tu vois, récupérer un Etienne Capou en janvier dernier, enfin, je veux dire, sur le papier, tu te dis non, mais attends, qu'est-ce qu'ils viennent nous faire? Et dans la réalité, le mec est trop fort, quoi. Le mec est trop fort sur le Ah terrain. oui, mais c'est un super joueur, hein. C'est un super joueur. Et puis il y en a pas mal de profils comme ça qui sont allés à récupérer. Mais bon, nous on préfère prendre que des jeunes de entre 18 et 21 ans à fort potentiel. Voilà. On aura réussi quand même à évoquer l'OGC Nice lors d'une soirée Ligue des Champions. Ça nous a fait mal, mais c'est comme ça. Bon, Flo, Ah, bah, on peut que l'évoquer en comparaison de toute façon vu qu'on la jouera pas donc actuellement. bah, il y a de fortes chances qu'on ne la joue pas. Flo, je vais pas t'emmener plus longtemps. Je te remercie d'avoir participé à cette toute première. Voilà, donc c'était un débrief plutôt à chaud de ce Real Madrid-Chelsea. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon petit moment en notre compagnie. Je te remercie, Flo. Je te Mais souhaite c'est moi qui te remercie pour l'invitation et ce fut un honneur d'ouvrir ce nouveau concept avec toi. Eh Voilà. ben écoute, avec grand plaisir, tu reviens quand tu veux. Nous, on se retrouve demain soir pour le Club Pancho. Ça va être un plaisir que de se replonger derrière ce 3-0 récolté à Bollard. D'ici là, très bonne soirée à vous. Merci pour votre venue. Et puis Flo, je te dis à bientôt. Ouais, allez, à bientôt et puis bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne nuit à tous.